On a tendance à penser que les plus grandes innovations sortent de laboratoires, ultra sophistiqués, pas vrai? Eh bien, en réalité, certaines des idées les plus géniales sont juste là, sous nos yeux, dans la nature. C'est ce qu'on va explorer ensemble. Comment la nature est déjà en train de dessiner notre futur. Regardez bien ces deux images. C'est fou, non? La ressemblance est incroyable. À gauche, on a la Sagrada Familia de Gaudí. Et à droite, une forêt. En fait, l'architecte, Antoni Gaudí, pour concevoir les piliers de sa cathédrale, il a tout simplement imité la structure des arbres. Il a créé une forêt, mais en pierre. C'est un exemple parfait de ce qu'on appelle la bio-inspiration. Alors ce concept, ça a un nom, le biomimétisme. En gros, c'est l'art de s'inspirer du vivant. Et franchement, pourquoi s'en priver? La nature, c'est un peu le plus grand labo de recherche et développement du monde. Ça fait 3,8 milliards d'années qu'elle fait des tests, qu'elle échoue, qu'elle réessaye, et qu'au final, elle trouve des solutions d'une efficacité redoutable. Le tout, c'est de savoir bien observer pour décoder ses secrets. Allez, pour que ce soit plus concret, prenons un premier cas. On va s'attaquer à un problème de base, vraiment fondamental. Comment faire pour survivre dans un environnement, disons, plutôt hostile? Bienvenue dans le désert du Namib. C'est l'un des endroits les plus secs de la planète. La pluie, un événement tellement rare qu'on l'oublie. Là-bas, l'eau, c'est littéralement de l'or. La question est donc simple, mais comment la vie fait pour exister dans un tel endroit? C'est quasi impossible, non? Eh bien, la réponse arrive chaque matin avec le brouillard qui vient de l'océan. Et c'est là qu'entre en scène notre petit génie du jour, le scarabée Stenocara. Cet insecte a mis au point une technique tout simplement incroyable pour s'hydrater. Le secret de sa technique est fascinant. Il se cache sur sa carapace, qui est un vrai petit bijou de nanotechnologie. Elle est couverte de petites bosses qui adorent l'eau. On dit qu'elles sont hydrophiles. Et entre ces bosses, il y a des sortes de sillons cireux qui, au contraire, détestent l'eau. Ils sont hydrophobes. Deux propriétés complètement opposées sur une même surface minuscule. C'est ça le génie. Et le processus est d'une simplicité déconcertante. Le matin, le scarabée grimpe sur une dune et se met face au vent. Le brouillard arrive, les minuscules gouttelettes d'eau viennent s'agglomérer sur les bosses qui les attirent. Les gouttes grossissent, et hop, elles deviennent trop lourdes et se mettent à rouler. Et elles roulent où? Directement dans les sillons qui les repoussent et qui forment des canaux, jusqu'à la bouche du scarabée. Un système de collecte simple, ultra efficace, et pour lui, c'est vital. Et évidemment, une idée aussi brillante, ça a inspiré des technologies bien humaines. On a créé des filets géants qui capturent l'eau du brouillard pour alimenter des villages entiers. Il y a des projets de bouteilles d'eau qui se remplissent toutes seules, ou encore des systèmes de déshumidification beaucoup plus performants. Et tout ça, grâce à un petit scarabée. Et l'inspiration pour la survie, ça ne concerne pas que l'eau. Regardez cet immeuble au Zimbabwe, le Eastgate Center. Pour le garder au frais, les architectes se sont inspirés des termitières. Résultat, pas besoin de climatisation. Une autre leçon d'efficacité énergétique, tout droit sortie de la nature. Ok, on vient de voir un mécanisme assez visible. Maintenant, passons à quelque chose qui se joue à une échelle totalement invisible à l'œil nu et qui redéfinit complètement les lois de l'adhérence. 135 kilos. Je répète, 135 kilos. C'est la charge qu'un simple petit carré adhésif de 10 cm sur 10, inspiré de la patte d'un gecko, peut supporter. C'est juste dingue. Mais comment est-ce possible? Alors, le secret, il est dans une structure un peu comme des poupées russes. La patte du gecko est couverte de millions de poils microscopiques. Mais attendez, ce n'est pas tout. Chacun de ces poils se termine par des centaines de pointes encore plus petites. Au final, ça crée des milliards de points de contact à une échelle nanométrique. Et cette surface de contact immense crée une attraction moléculaire qu'on appelle les forces de Van der Waals. Ce n'est pas de la colle, c'est de la physique pure. Les applications, elles, sont déjà bien réelles. On a des robots capables de grimper sur des surfaces lisses pour des inspections dans des endroits dangereux. On a des adhésifs réutilisables qui ne laissent absolument aucune trace. Et ça va même jusqu'à la médecine avec des patchs chirurgicaux qui s'inspirent de cette adhérence exceptionnelle. Après la survie et le mouvement, voyons comment la nature joue avec la lumière et comment ça a un impact direct sur des technologies qu'on utilise tous les jours. Pour créer de la couleur, il y a deux méthodes. La première, c'est le pigment, comme dans la peinture. Il absorbe une partie de la lumière et en renvoie une autre. Mais il y a une méthode bien plus astucieuse, la couleur structurelle. C'est ce que font les ailes de papillon. Elles n'ont pas de pigment bleu ou vert. En fait, leur surface a une texture à l'échelle nanométrique qui est conçue pour réfléchir uniquement certaines couleurs. C'est une couleur physique, pas chimique, et elle est incroyablement plus efficace et durable. Et ce principe a été directement appliqué à certains écrans, par exemple pour des liseuses.
La société Qualcomm a développé la technologie Mirasol, qui imite la structure de l'aile du papillon. L'énorme avantage, c'est que ces écrans n'ont pas besoin de rétroéclairage. Ils utilisent la lumière ambiante pour afficher les couleurs. Le résultat, une consommation d'énergie radicalement plus faible et une visibilité parfaite, même en plein soleil. Jusqu'ici, on a vu comment on copie les designs de la nature. Mais la prochaine étape est encore plus fascinante. Il ne s'agit plus seulement de copier, mais d'intégrer les principes mêmes de la vie pour créer des matériaux intelligents. C'est exactement ce que dit le chimiste Clément Sanchez. L'objectif, ce n'est pas de faire un simple copier-coller, mais de comprendre la nature pour innover, pour imaginer un futur à la fois plus durable et plus performant. Imaginer des matériaux capables de se réparer eux-mêmes après une fissure. C'est déjà une réalité en laboratoire. On s'inspire par exemple des filaments que les moules utilisent pour s'accrocher aux rochers. Ils sont à la fois ultra solides et capables de se régénérer. L'étape d'après est encore plus ambitieuse. Créer des systèmes qui s'autorégulent, un peu comme notre corps qui maintient sa température à 37 degrés. On parle de matériaux homéostatiques, capables de maintenir leur propre équilibre et de s'adapter activement aux changements de leur environnement. En médecine, le biomimétisme promet une vraie révolution. Les chercheurs développent des nanovecteurs, des capsules microscopiques inspirées de virus ou de cellules qui peuvent transporter un médicament et le livrer précisément à l'endroit voulu en ciblant uniquement les cellules malades. Ça permettrait d'éviter d'endommager les tissus sains. En fin de compte, qu'il s'agisse de trouver de l'eau, de défier la gravité ou de guérir des maladies, la nature a souvent une longueur d'avance. Les solutions à nos problèmes les plus complexes sont peut-être déjà là, tout autour de nous, à attendre d'être découvertes. La vraie question est, serons-nous assez intelligents pour les voir et les écouter à temps ?